Nos prochains intervenants sont deux. D'abord, qui vient de se lever, Pierre-Luc Bouchard, qui a fait des études au Cégep en technique de laboratoire médical. Ensuite, a fait un bac en sciences politiques, puis un certificat en sociologie. C'est déjà pas mal intersectoriel dans un sens, en tout cas interdisciplinaire. Et il est en maîtrise actuellement, en développement, maîtrise en études régionales, avec Marc-Urbain Proulx, qui est notre deuxième intervenant, donc son professeur, qui est professeur-chercheur en économie régionale à l'UQAC. Il publie régulièrement des articles dans des revues scientifiques internationales. Il s'intéresse particulièrement aux liens entre territoire et innovation. D'ailleurs, son manuel « Territoire et développement, la richesse du Québec », publié aux presses de l'Université du Québec en 2011, représente le matériel de base de son enseignement. Il est actuellement directeur scientifique du CRDT, qui est le Centre de recherche sur le développement territorial, un centre qui regroupe 5 universités, l'UQAC, l'UQAT, l'UQO, l'INRS et l'ENA. Alors? Merci. Alors, bonjour, mesdames, messieurs, distingués invités. La motivation de la recherche qu'on va vous présenter, Pierre-Luc et moi, aujourd'hui, elle est basée sur deux choses, surtout. D'abord, le 50e anniversaire des UQ et des cégeps. Je travaille sur ça depuis quelques années. On essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé depuis 50 ans dans le domaine de l'éducation supérieure, mais aussi dans d'autres domaines, notamment dans le développement régional, parce qu'on a fait des efforts importants au Québec en termes de soutien au développement local et régional depuis 50 ans. Alors, ça se situe dans ce désir de regarder le passé pour voir qu'est-ce qui s'en vient vers le 21e siècle. Peut-être pas si loin, mais vers le 21e siècle. Et dans ce contexte-là, du regard en arrière, on s'aperçoit que les UQ, les universités du Québec, qu'on les appelait les universités nouvelles, les universités du Québec et le réseau de cégep représentent le meilleur outil de développement régional qu'on n'a pas inventé au Québec. Bien sûr, il y a des infrastructures de transport qui sont déterminantes, mais quand on regarde tous les outils qu'on a mis en place par différentes politiques régionales, locales et régionales, les institutions d'enseignement supérieur est de loin le meilleur outil. Alors, voilà la première motivation. La deuxième motivation, c'est que depuis 25 ou 30 ans, il y a une forte effervescence de recherche appliquée, de recherche-développement, de recherche-action dans nos universités, notamment dans nos universités du Québec, en région et dans les collèges. Alors là, on voit, dans les collèges, c'est fort simple, les collèges étaient peu impliqués en recherche, et maintenant, avec la cinquantaine de CCTT, bien, les collèges, en réalité, la société québécoise a mobilisé les professeurs de collège pour leur faire de la recherche appliquée, c'est-à-dire de la recherche à transférer vers les entreprises. Alors, c'est quand même relativement intéressant. Tous les pays du monde actuellement font un effort de recherche, comme vous le savez très bien, influencé largement par le modèle japonais des années 50, 60 et 70, qui a illustré que la recherche-développement est un moteur fantastique de croissance et de développement. Tous les pays du monde ont augmenté leur proportion de leur budget national en termes de recherche et de recherche-développement. Alors, ça s'est multiplié, on le voit très, très bien. Ces courbes-là, je ne les présenterai pas aujourd'hui, mais on le voit très, très bien dans les collèges, mais aussi dans les universités. La croissance phénoménale des budgets de recherche depuis le début des années 90. Alors, ça se situe dans ce contexte-là. Et dans la littérature scientifique, bien, il y a un morceau important, il y a un pan important de la littérature qui traite de l'engagement des universités. On voudrait que les universités s'engagent davantage, notamment avec les budgets de recherche qu'ils reçoivent, s'engagent davantage à soutenir le développement de leur milieu. Alors, on cherche des outils, notamment la Grande-Bretagne a même une politique publique explicite pour inciter les universités à s'engager dans leur milieu. Et là, il y a une littérature très riche. Et quand j'ai examiné cette littérature, je me suis rendu compte, à la lueur des faits qu'on va vous présenter, Pierre-Luc et moi, que le Québec ne traîne pas la patte du tout et que le Québec, même dans les régions, notamment dans les régions périphériques, parce que c'est ça qui nous intéresse en particulier, le reste du Québec, évidemment, nous manque à nos données, mais dans les régions périphériques, on fait beaucoup de choses fort intéressantes qui devraient davantage être connues à l'échelle mondiale, puisque la plupart des pays cherchent des moyens et ce ne sont pas si simples à trouver. Alors voilà
pour mon petite introduction. Alors, si on regarde la courbe démographique du Québec, des régions du Québec, les 6 régions, hein, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, Nord du Québec, Abitibi-Témiscamingue et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, c'est les 6 régions sur lesquelles focalise notre recherche. Alors, nous étions, en 1841, 7 de la population du Québec. Nous avons monté en 1961 jusqu'à 17 %. Alors, voilà l'explosion régionale, le booming régional, hein, ou le décollage régional de 1840, grosso modo, à 1960. Et là, depuis 1960, bien, on perd de la population constamment par rapport au Québec. Et là, on est rendu autour de 10 % et on se dirige vers 7 % de la population en 1850. Ça veut dire qu'en 200 ans, les régions du Québec vont avoir passé de 7 % de la population du Québec à 7 % de la population du Québec, mais en passant par 17. Alors, voilà, grosso modo, le profil que ça peut donner. Ah, OK. Les régions du Québec, bien, c'est pas pour rien que la population décroît, c'est que les régions du Québec vivent une transition importante. Alors là, j'ai situé les principales composantes, bien sûr, les ressources naturelles. Certaines s'épuisent et d'autres sont de plus en plus loin. Et les ressources naturelles, soit dit en passant, là, c'est pas dans... Ils sont pas très chers. Ils sont pas très chers. On continue de donner nos ressources naturelles. Ça fait 200 ans qu'on exploite la forêt. Ça fait plus de 100 ans qu'on exploite les mines. Ça fait une centaine d'années que l'hydroélectricité. Et on continue. Mais bien sûr, il y a des vagues où ça remonte un peu. Mais grosso modo, nos ressources naturelles ne sont pas chères du tout à l'échelle mondiale. Et les régions, bien, ne réussissent pas à structurer leur économie avec si peu de profitabilité. Alors, l'éveil autochtone, c'est évident, surtout depuis 50 ou 60 ans dans nos régions. Les technologies informationnelles qui remplacent les postes du travail partout. Alors, nous ne sommes pas en retard en termes d'innovation en région, plutôt le contraire. On est même en avance, on utilise rapidement une nouvelle technologie, mais ça nous joue des tours, ça soustrait les emplois. Dans le secteur minier, c'est évident. Dans le secteur hydroélectrique, si vous visitez Manic 5, vous allez voir, il y a quelques travailleurs là, qui sont là, puis on turbine sans beaucoup de travail. Même chose dans l'agriculture de plus en plus, même chose dans le maritime. Alors, on soustrait les emplois par la technologie. Les emplois, ben voilà. Et de plus en plus, on ne fait plus d'établissements humains près des mines. Ce sont des camps seulement, des camps forestiers, des camps miniers. Et puis, les travailleurs viennent de très loin, souvent, généralement, même de Montréal et de Québec, là où il y a des bassins de main-d'œuvre pour affréter, pour remplir les avions qu'on affrète pour se rendre sur les lieux. Alors, la mine de Stornoway, par exemple, qu'on vient d'ouvrir dans le nord du Québec, est une mine, les travailleurs viennent largement de la région de Montréal. Alors, les établissements humains, les booming towns là, qu'on voyait comme Chibougamau dans les années 50, ou La Belle-sur-Quévillon au début des années 60, ou Fermont, 1970, c'est terminé, ça. Maintenant, c'est des camps, et puis on exploite la ressource, on pompe la ressource, on l'expédie brute avec des travailleurs venant de Montréal ou de Québec, et puis il y a très, très peu de retombées sur place. Alors, la mobilité, ben, on est de plus en plus mobile. Ça explique aussi pourquoi les travailleurs viennent de l'extérieur. L'environnement, les changements climatiques, l'énergie renouvelable, ce sont tous des enjeux très importants pour les régions. Et puis, l'acceptabilité sociale des grands projets qui est devenu un incontournable. Alors, voilà notamment des grandes composantes qui permettent de croire qu'il faut innover dans nos régions pour interpeller ces enjeux de manière adéquate. Alors, si je poursuis, merci. 4 formes d'innovation territoriale qu'on retrouve dans la littérature sur le sujet de l'innovation. Des innovations technologiques, bien sûr, de nature économique. Des innovations organisationnelles, on en a parlé hier. Une nouvelle structure de regroupement, nouvelle structure de gouvernance. Des innovations sociales, nouveaux partages à base de nouvelles solidarités. Et puis, des innovations institutionnelles, nouvelles formes de débat et de négociation. Alors, voilà les 4 types d'innovation que la littérature nous illustre. Ça se fait généralement, les innovations, dans un contexte de coopération dans la concurrence. Alors, ce sont les deux grandes forces, les forces de concurrence, bien sûr, qui sont partout, et puis la coopération puis la collaboration. Et comment on réussit cela? Bien, évidemment, là, c'est une boîte noire. On en a parlé beaucoup dans ce colloque de cet enjeu de la coopération-concurrence, mais sous une autre forme, c'est-à-dire l'intersectorialité ou l'interdisciplinarité. Bien, si on a tant de difficultés, et je vais vous permettre de vous passer un petit message, moi, je pense que j'ai vécu d'ailleurs dans l'interdisciplinarité dans toutes mes études et tout mon enseignement.
Je suis un être interdisciplinaire par essence, de par ma formation et mes enseignements. Et puis, il faut la forcer, l'interdisciplinarité. M. Quirion, si j'ai un message à passer dans ce colloque, c'est celui-là, il faut la forcer. Quand on ne la force pas, j'en ai fait beaucoup, si on ne la force pas, elle ne vient pas naturellement. Pourquoi? Parce que les gens sont dans leur discipline. Pourquoi qu'ils restent confrontés à d'autres? Et puis, s'ils se confrontent à d'autres, d'ailleurs, ben, c'est confrontant, mais c'est ça qui est bien aussi. Le choc des idées fait émerger de nouvelles idées. Mais ce n'est pas simple de le faire. On préfère beaucoup s'asseoir avec des gens avec qui nous avons des affinités et dont nous partageons les vérités. S'asseoir avec des gens avec qui on ne partage pas les vérités, évidemment, ça demande un effort particulier. Alors, voilà notre modèle d'innovation. Comment se fertilise l'innovation? Bien, généralement, vous avez le savoir d'un côté qui se cumule par la modélisation. Dans nos cégeps, dans nos universités, dans nos centres de recherche, le savoir se cumule par la modélisation et par, évidemment, la diffusion sous forme d'articles. Le savoir-faire, lui, se cumule de façon complètement différente, sous forme d'apprentissage sur le tas, qu'on dit, ou learning by doing. Depuis 50, 60 ans qu'on a bien saisi comment fonctionne le cumul de savoir-faire au sein des organisations. Et entre les deux, bien là, vous avez un ensemble d'acteurs, des intermédiaires, notamment les agents de développement, les agents de transfert, les agents de liaison qu'on a créés beaucoup au Québec depuis 20 ou 25 ans, et les services spécialisés, ce qu'on appelle largement le tertiaire supérieur en sciences économiques, c'est-à-dire les services spécialisés en génie, en architecture, en arpentage, en technologie informationnelle, et même maintenant, il y a une nouvelle profession qui émerge depuis une dizaine d'années, les courtiers de savoir ou les courtiers d'information. Alors voilà, ça se passe entre ces 4 types d'acteurs. C'est un processus fondamentalement collectif et cognitif. Vous parliez d'apprentissage tout à l'heure. C'est un processus fondamentalement cognitif, créatif. Et comment le créer? Bien, on a parlé de la réponse. Créer des lieux intersectoriels, interdisciplinaires, interexpertise. Il est clair que la mixité des expertises est excellente. Les processus d'innovation émergent généralement comme ça, en mixant les idées, les expertises. Mais comment le créer? Bien, ça, ce n'est pas si simple. Alors, les missions universitaires et collégiales, bien, nous avions la mission traditionnelle des universités et des collèges depuis le 12e siècle, la diffusion de connaissances. Et le 13e, 14e, surtout le 15e, 16e, 17e siècle, 18e siècle, le siècle des Lumières, un siècle très riche en termes d'émergence d'instituts de recherche, de centres de recherche. Les princes et les rois se dotaient de cellules de recherche. Et là, ça a forcé les universités, ce qu'on appelle le modèle d'Humboldt, Humboldt, au début du 19e siècle. Ça a forcé les universités à intégrer la recherche au sein des universités. Alors là, nous avons arrivé avec un deuxième élément, une deuxième mission universitaire, la production de connaissances. Et nous avons cheminé depuis ce temps avec des universités à 2 missions, diffusion de connaissances, production de connaissances. Et actuellement, ben, le modèle qui émerge lentement dans la littérature, c'est un modèle d'université beaucoup plus engagé, qui continue d'avoir la mission de recherche, la mission d'enseignement, mais qui a une 3e mission. On parle exactement de cela dans la littérature, de 3e mission, une mission d'engagement. Comment elle se situe, cette mission d'engagement-là? Bon, on cherche à la trouver. Et c'est là que je crois que les données que nous avons sur les collèges et les universités en région permettent de nous éclairer, jusqu'à un certain degré, sur cette mission-là qui est de fertiliser les savoir-faire sur le terrain. Les professeurs, les chercheurs, c'est pas naturel d'aller sur le terrain, mais il y a des mécanismes de création de ce qu'on appelle des lieux intersectoriels. C'est bien de cela qu'on a parlé beaucoup dans ce colloque, d'interdisciplinarité. Et c'est ces lieux-là qui permettent de créer des interfaces entre le savoir et le savoir-faire. Alors, cette diapo nous montre bien que l'engagement dans le milieu, ce qu'on voit dans la littérature, on voit 4 grandes composantes. Et évidemment, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de choses, là, mais ce qu'on voit, c'est 4 grandes composantes de cet engagement. Le modèle relationnel, les relations publiques dans nos collèges et dans nos cégeps dans nos universités ont beaucoup changé depuis 25 ou 30 ans. On s'est beaucoup professionnalisé et on a structuré beaucoup ce mode-là ou cette composante relationnelle. Le mode système, ben, c'est nos chercheurs, nos professeurs qui s'impliquent dans le milieu pour essayer de structurer des secteurs d'activité ou structurer des régions. Le régionalisme au Québec a été largement alimenté par nos collèges et nos universités, notamment. Le modèle entrepreneurial, ben là, on a mis beaucoup d'efforts sur ça
depuis 25 ou 30 ans. La Fondation d'entrepreneurship du Québec a convaincu nos gouvernements de s'impliquer beaucoup dans la culture entrepreneuriale. Et on le fait. Tous nos universités ont un centre d'entrepreneuriat pour stimuler l'entrepreneurship, notamment avec nos étudiants et nos chercheurs, pour essayer de trouver des solutions en termes d'activité économique et sociale. Et le mode médiation, c'est le mode classique de nos colloques, de nos symposiums, de nos cercles de conférences. Et puis, ce mode-là n'est pas simple non plus. On demande aux universités de créer des interfaces dans le milieu avec des dépositaires de savoir-faire pour faire du transfert, et c'est pas évident. Les agents de liaison, par exemple, de nos centres de transfert technologique, bien, ils font le travail, mais c'est pas évident de bien créer ça, ce qu'on appelle le mode médiation, c'est-à-dire de mettre bon, voilà, je répète le mot qui a été répété dans ce colloque, de créer des lieux intersectoriels, interdisciplinaires, interexpertise, intersavoir. Alors, j'ai toujours de la misère avec les micros, donc je vais faire attention. J'ai la voix qui porte, donc j'en ai pas besoin, mais là, je vais faire... vous en avez besoin. Rapidement, vous connaissez les données, je vous les donne en mille. On a 4 diapositives de données qui touchent la formation en particulier, donc des données de formation qui sont pertinentes à vous communiquer, mais également des données de recherche, donc qui sont des fois un peu, qui sont à notre avis assez inédites. Ici, vous avez un graphique qui parle, qui montre, d'abord, c'est un graphique sur les programmes de cycle supérieur dans le réseau de l'UQ. Donc, divisé par les différentes composantes qu'on a pris pour l'étude. Grosso modo, le fait saillant, en fait, c'est 30% des programmes des 5 UQ sont ciblés sur des besoins spécifiques, donc en partie ou carrément lorsqu'on les additionne. 30% de la formation donc, sont ciblés sur des besoins spécifiques au territoire. OK? Il y a certaines variations. On voit par exemple ici, ça ne marche pas bien. On voit par exemple qu'il y a peut-être un potentiel à aller chercher. Je pense que dans mes notes personnelles, j'avais l'Université du Québec à Rimouski qui est à 42%, alors qu'il y en a d'autres qui sont plus à 30, 28. Est-ce qu'il y a un potentiel à augmenter? Bien là, ça, c'est une question qu'on pourra explorer dans l'avenir. Deuxième graphique, les attestations d'études collégiales qui ne sont pas tellement bien connues au Québec. Quand on dit faire un AEC, même, les gens ils font « Ah ouais, c'est quoi? C'est un DEP+, ou quelque chose comme ça. » Très mal connu, mais ce qui est important ici dans ce graphique-là, c'est en fait la montée. Les données, c'est sûr qu'on avait les données uniquement depuis 1994, mais disons que ça a commencé à pousser, si on peut prendre cette expression-là, surtout à partir de ce moment-là, moment où arrive la réforme Robillard et l'accent qu'on met sur les collèges, que la réforme Robillard va mettre sur les collèges sur l'apprentissage par compétences, qu'on appelle, ou le développement des compétences de l'étudiant. Et parallèlement à ça, Marc Urbain l'a bien dit tout à l'heure, le gouvernement du Québec, le taux de chômage est élevé, etc., cherche des moyens de former son personnel, la bureautique, toutes les nouvelles technologies arrivent, et les AEC, c'est l'offre d'AEC, donc en région, va pousser comme un champignon. Si vous voulez comprendre la dernière petite dent de requin ici en haut, c'est tout simplement parce que le gouvernement s'est mis à resserrer les critères. Donc, on voit que par contre, on voit avec ça, lorsqu'une politique publique est mise en place assez forte, ben ça marche. OK? Ils ont offert des formations qui ont trouvé preneur. Certains cégeps ont même été plus innovateurs que d'autres. Je pense à Saint-Félicien, par exemple, qui va avoir un ratio AEC-DEC très intéressant. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, là, mais ils ont 17 programmes DEC souches dans leur histoire depuis 50 ans. Ils vont développer 41 AEC à partir de 1994. Donc, les autres, là, je vous dirais, c'est plus autour du 1 pour 1. Donc, là, il y a quelque chose d'intéressant à les creuser éventuellement dans l'avenir. Les CCTT, donc je reste dans le domaine collégial. 16 CCTT dans l'étude, recherche appliquée basée sur de l'expertise reconnue. Les CCTT, le gouvernement les agrémente, OK? Mais toujours sur la base d'une expertise de certains chercheurs sur place. Sébastien Piché disait d'ailleurs dans la littérature, un chercheur au niveau collégial, il faut vraiment être craqué. Il l'a dit comme ça, je m'excuse, oui. Parce qu'il n'est pas obligé d'en faire. Okay? On est plus dans la recherche libre de M. Giraldo d'hier. Là. Donc, ça, c'est une caractéristique. Ils sont sectoriels, horizontaux, 400 projets de recherche appliqués sur le territoire périphérique de 2012 à 2017, généralement 3-6 mois. Souvent avec des entreprises en agriculture, il y en a pas mal. Par exemple, Collège d'Alma, avec son CCTT Agrinova, va chercher durant cette période-là 21% de tous les projets.
Donc, il y a quelque chose d'intéressant là. Encore une fois, peut-être à creuser dans l'avenir, le pourquoi 21% et pas les autres. Donc, voilà. Et enfin, au niveau de la recherche, au niveau universitaire, on voit qu'il y a un ratio élevé d'adaptation de la recherche aux besoins des régions. Donc, vous voyez, c'est un peu le même graphique que tout à l'heure, mais là, on a les chiffres en haut par université. Grosso modo, la recherche est toujours très, très ancrée dans le milieu, ce qui est une caractéristique propre, je pense, au réseau de l'UQ. Donc, en gros, la question qu'on vous pose, on pourra peut-être interagir là-dessus, puis Marc Urbain terminera, mais il y a des arguments qui sont pour plus d'engagement de l'université. La fameuse troisième mission, il y a des arguments qui sont en disant non, il faut garder la mission pure, appelons-la comme ça. Des arguments pour, bon, le numérique bouleverse le rapport au savoir. J'en ai parlé ce matin avec monsieur de l'Université de Liège, monsieur Morin, je pense, c'est ça? Le rapport au savoir bouleverse absolument tout. Et ça va changer, je pense, le rôle des universités dans l'avenir. Changements accélérés qui nécessitent un savoir adapté, demande sociale qui est beaucoup plus grande que l'offre actuellement, proactivité de l'offre de savoir alimente la demande et il y a beaucoup de programmes d'ordre général. Ce qui peut paraître négatif, mais dans l'interdisciplinarité, prend un sens nouveau. Donc, ce n'est pas nécessairement mauvais de ne pas être spécialisé. T'sais, alors qu'on est dans un mode où on dit qu'il faut se spécialiser dans l'économie, des choses comme ça. Donc, c'est intéressant. Pertinence sociale de la recherche ne nuit pas à l'excellence aussi. Donc, voilà, je le dis comme ça, je pense que c'est bien dit. Argument contre, bon, l'enseignement classique prépare des citoyens éclairés. L'équilibre est fragilisé entre la pertinence scientifique et sociale. Les missions collégiales et universitaires de base nécessitent bien sûr des ressources actuellement. Donc, si on veut faire plus, ça va prendre plus. Bon, voilà, apparemment, en tout cas. Recherche fondamentale demeure et doit demeurer la priorité du progrès social. Le débat est lancé. Je cède la parole peut-être en conclusion, même si j'ai vu 0 minutes. Bon, évidemment, cette recherche est limitée. D'abord, elle n'est pas terminée. Elle est limitée parce qu'elle est limitée d'abord aux 6 régions périphériques du Québec. Ce n'est pas l'ensemble du Québec. Si on avait pris l'UQAM, par exemple, si on avait intégré l'UQAM, on serait arrivé avec des résultats autres, qui auraient d'ailleurs été assez différents des résultats qu'on a illustrés. Mais quand même, on peut tirer des leçons générales. D'abord, il y a un fort engagement dans les 2 missions traditionnelles. Nous, ce qu'on croyait devoir en regardant les collèges et les universités en région, ce qu'on croyait devoir une 3e mission très, très organisée. Oui, elle est présente, mais on s'aperçoit que les collèges et les universités se sont engagés dans leur milieu, mais par le biais de la 1re et la 2e mission, c'est-à-dire un enseignement plus ciblé sur les besoins du milieu, puis une recherche aussi ciblée sur les besoins du milieu. Alors, je pense que là, c'est un acquis quand même qui est considérable et qu'il faut, comme Pierre-Luc disait, qu'il faut fouiller davantage, pour essayer de mettre en évidence dans la littérature. La stratégie des créneaux d'excellence qu'on a utilisée au Québec, bien, est questionnée. Elle est questionnée pourquoi? Parce qu'on a mis beaucoup de sous dans un secteur d'activité, l'aluminium au Saguenay, par exemple. On a mis des dizaines et des dizaines de millions, mais pendant ce temps-là, pendant qu'on a mis beaucoup de sous dans un secteur, une spécialité pour avoir un créneau d'excellence, le maritime à Rimouski, par exemple, bien, il y a tout plein de petites niches qui ont émergé avec des petites subventions de recherche qui sont en train de diversifier nos économies régionales, alors que la spécialisation ne génère pas les résultats escomptés en termes de structuration de filières de production dans le domaine en question. Troisièmement, l'utopie du système du mode de système territorial. Encore aujourd'hui dans la littérature et plusieurs colloques dans ce congrès, on croit beaucoup aux écosystèmes régionaux. Alors, quand on regarde les acteurs, il y en a des centaines et des centaines, des fois des milliers d'acteurs dans une région, et on veut les mettre en écosystème. C'est compliqué, c'est difficile. Alors, on croit beaucoup plus, ce qu'on voit dans la réalité, c'est beaucoup plus des mariages, des 4, 5, 6, 7 experts autour d'un enjeu, une menace, un problème, une opportunité. Mais les vastes écosystèmes, en tout cas, si on regarde ce qui s'est fait depuis 50 ans au Québec, l'abolition des CRE, c'est pas fait non plus comme ça. C'est pas pour rien que les CRE ont été abolis. C'est parce qu'ils ont eu des difficultés à créer un système régional. Alors, l'utopie du système territorial, les acteurs sont indépendants, sont concurrents, sont sans système. Le fonctionnement d'interaction est par maillage. L'idéal du mode entrepreneurial est surestimé. Bien sûr, c'est bien qu'on stimule l'entrepreneurship. C'est bien qu'on veuille l'entrepreneuriat, mais il y a une limite. Quand on est dans un environnement sans opportunité,
l'entrepreneur a beaucoup de difficultés à faire naître et croître son entreprise. Le mode médiation des acteurs est sous-utilisé. Et je le répète, le mode de médiation est sous-utilisé, mais il n'est pas facile à utiliser non plus. Et c'est là qu'il faudrait avoir peut-être dans le futur des incitatifs particuliers, puis expérimenter. Tu parlais de Living Lab ou de Learning Lab. Bien, je pense que ce serait des choses à expérimenter. Alors, en conclusion, potentiel d'engagement accru des EQ. Vous m'arrêtez? OK, j'arrête. Ben, alors, conclusion, les régions font face à une transition multidimensionnelle. L'innovation demande la mixité des expertises, savoir-faire, services spécialisés qu'on oublie. Le secteur privé, on l'oublie. Ils font un gros travail pour aider les entreprises à innover. Et les intermédiaires, nos agents de développement, je pense que ces 4 types d'acteurs-là doivent être utilisés. L'engagement déjà réel des collèges et des universités en région, je pense qu'il faut partir de nos bons coups qu'on fait depuis un bon nombre d'années, puis aller plus loin. Quelle marge de manœuvre de supplémentaire? Bien, je pose la question. Merci beaucoup. Merci, messieurs. J'avais oublié de vous préciser que M. Bouchard est professeur au Cégep d'Alma. Alors, ça m'est revenu. En l'entendant parler si éloquemment, je me suis dit, bon, c'est bien. J'avais oublié ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui? En fait, 2 commentaires. Il y a quelque chose aussi qu'il faudrait souligner et je pense que c'est excessivement important. Le nombre de nos étudiants qui sont des étudiants de première génération à l'université, ce rôle-là des universités en région, il est majeur et il est souvent pas assez mentionné. Et ça contribue vraiment à l'éducation en général puis au maintien d'expertise en région. Et la deuxième chose que j'aimerais voir un jour, c'est la volonté de dire, dans nos domaines où on a l'expertise, puis c'est ce qu'on pense à Rimouski en sciences de la mer. C'est nous autres qui avons l'expertise, ben c'est à nous autres d'avoir le leadership. Et ça, de voir les régions prendre le leadership des champs où ils sont finalement les mieux placés, ça, en tout cas, ça serait peut-être quelque chose de voir cette volonté-là. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est là? Parce que je pense qu'une des clés du succès va venir de là. Pour moi, astrophysicien, quand je regarde la courbe d'évolution démographique, quoique je sais en chiffre absolu, c'est différent un peu, ça m'inquiète. L'étoile va s'éteindre. Qu'est-ce que vous voyez comme stratégie? Il y a l'immigration, mais il faut plus que ça. Là, vous soulevez une bonne question. La question que vous soulevez, en réalité, c'est toute là qu'est ma motivation pour essayer de comprendre la réalité, pour essayer de voir quels sont les moyens pour intervenir. Parce que la démographie, elle nous joue un tour, non seulement parce qu'on a construit des régions pour une population beaucoup plus importante. Alors, on a des collèges, on a des hôpitaux, on a des infrastructures de transport, on a des centres de sportifs, etc. Et là, maintenant, on a de moins en moins de population pour utiliser nos services. Et c'est ce qui arrive dans nos universités aussi. On a de moins en moins d'étudiants dans nos universités collèges, puis on a des profs qui sont là. Alors voilà, la seule façon de pérenniser notre clientèle ou de pérenniser nos institutions, c'est de conserver notre clientèle et même l'augmenter. Donc, il faut que les universités et les collèges participent à la création d'activités économiques et sociales par l'innovation, de manière à influencer la démographie qui, en retour, va pouvoir alimenter les efforts que l'on fait pour faire de la recherche et de la diffusion des connaissances. Alors, il y a un effet de cause à effet, là. Alors, c'est pour ça que la responsabilité des collèges et des universités est importante, et c'est ce qu'elles font, en tout cas en région périphérique, ce qu'on peut voir. Maintenant, est-ce qu'il faut faire mieux? Je pense que oui, mais le comment, bien évidemment, c'est la question qui est posée par différents centres de recherche, y compris celui que j'anime, c'est-à-dire le Centre de recherche sur le développement territorial. Mais les réponses ne sont pas si simples. Les réponses ne sont pas si simples. On a pensé dans le passé qu'il pouvait y avoir des solutions magiques, là. Puis là, on avait l'exemple de la Silicon Valley qu'on voulait reproduire partout, là. Ben, là, on n'est plus là, là. En tout cas, moi, je suis plus là. Là, on est dans la réalité, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a une politique publique solide envers les régions depuis une 50aine d'années, puis d'essayer de voir est-ce qu'il y a eu des bons coups, des mauvais coups, puis essayer de tirer des leçons au-delà du corporatisme qui, eux, défendent leurs intérêts, puis qui se disent, moi et mon groupe, on est champions. Au-delà de cela, il faut, je pense, utiliser nos capacités d'observation et d'analyse scientifique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis 50 ans. Voilà, je me répète.
Merci, M. Proulx, de nous avoir rappelé les CCTT et les collèges. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qu'on doit féliciter de l'ACFAS de effectivement développer cette semaine avec les collèges du Québec, dans lequel il se fait de plus en plus de recherches. Et voyez, il y a une bonne masse maintenant des professeurs du collège qui ont une maîtrise, même un doctorat, 20 à 25 Alors, merci de l'avoir rappelé. Mais je voudrais aller plus loin. Et je crois qu'avec l'arrivée d'Internet, on va avoir un outil supplémentaire pour faciliter la recherche, même dès le niveau du secondaire. Et nos enseignants, de mieux en mieux formés ou de plus en plus formés avec cette préoccupation-là, justement, peut-être pour rejoindre un peu le propos de M. Bally, de dire, voilà, avec les modèles de classe décentrés, bien, on a peut-être l'occasion de mettre l'étudiant au cœur de son apprentissage et donc d'amener l'apprentissage dans une mentalité de recherche. Et je pense qu'une acquisition basée sur la recherche est bien plus permanente que simplement, effectivement, d'apprendre comme ça. Et je trouve qu'on ne le fait pas assez. Je sais bien qu'il y a des contextes très difficiles. On peut imaginer qu'il y a des endroits où c'est pratiquement impossible pour un enseignant de commencer à initier de la recherche dans sa classe, mais il y en a qui le font. Je suis passé par là. J'ai eu la chance, dans une école complètement publique, d'avoir des enseignants qui avaient déjà ce souci-là. Et je pense que j'en ai bénéficié. Et au collège et au cégep. Et à l'université, on a tendance des fois à se dire, en mathématiques en particulier, si on peut faire table rase, si les étudiants pouvaient faire table rase de leurs connaissances, pourvu qu'ils sachent parler, puis bien lire, bien raisonner, eh bien, on peut recommencer avec eux. Et puis, on part avec un 0, puis un 1, et puis on reconstruit tout, leur champ de connaissances. Puis on se dit que c'est comme ça que ça va faire. Mais c'est complètement ridicule. Et on les a mis 13 ans dans un système scolaire. Ben, bon sang, ils devraient être mieux formés que ça et arriver avec déjà l'instinct du chercheur pour, dès le niveau du baccalauréat, apprendre tout en faisant de la recherche. Et je vais doubler ça avec, alors là, je m'écarte un peu, mais bon sang, si on a une planète à 8 milliards d'habitants, puis qu'on a 4 fois trop de pression, qu'à la fin d'une année, on a consommé 4 fois la Terre, un jour, il va falloir venir à la solution la plus simple, c'est d'être 2 milliards, puis d'avoir une consommation de terre par année. Il me semble qu'il y a un calcul, là, une règle de 3, tout élémentaire pour faire ça. Et ça veut donc dire que tous nos jeunes enfants, eh bien, effectivement, on pourra peut-être prendre le temps de bien les développer et faire de ça en sorte que, pour rejoindre la formation et valoriser la formation dès le primaire, secondaire, collégial, universitaire, tout le système, et non pas juste attendre à l'université ou à la maîtrise ou au doctorat, ce qui est complètement ridicule. Là, on échappe une grande partie de la population, eh bien, faire en sorte que tout le monde soit bien formé. Ça, c'est pour rejoindre le commentaire de M. Quirion, de me permettre de rêver. Alors, voilà. Juste sur ce que Mme Audet disait tout à l'heure, des étudiants de première génération, c'est pas neutre du tout. Et non seulement ces étudiants-là, j'apporte ce complément-là. ECOBS a publié un rapport, je pense que c'est il y a 2 ans là-dessus, ECOBS qui est un CCTT, en pratique sociale nouvelle, donc en innovation sociale. Et non seulement les jeunes maintenant sont ils essaient pour une première fois l'étude supérieure et ils se permettent de rechoisir. Donc, tu sais, ça ramène à ce qu'on a vu hier, la pertinence de la formation. Puis quelqu'un a dit hier, il faut expliquer que l'université est pertinente. J'ai dit non, il faut qu'elle soit pertinente. Ce n'est pas des relations publiques qu'on a besoin, il faut que le jeune qui vit la formation, qui fait de la recherche, dise « Hey, c'était pertinent, là, j'ai appris quelque chose. » Sur faire de la recherche au collégial, petite tranche de vie, ça fait 12 ans que j'en fais avec des étudiants de niveau de cégep, ils ont 17 ans. Puis la qualité est assez merveilleuse, merci. Ça implique qu'il faut tasser du contenu. Et là, on est dans les chapelles disciplinaires, moi, que j'appelle dans ce temps-là. C'est ça. D'autres questions? Non? Alors, je vous remercie, messieurs. Et nous passons la...